Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2020 semble bien partie pour être la pire de l'histoire de l'humanité depuis l'an 536. Alors certes, on n'a pas eu de peste bubonique, d'éruption volcanique ou de brouillard de la taille d'un continent, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on nous prenait moins pour des Quoi qu'il en soit, cette chienlit générale m'a donné envie de faire un petit retour vers le passé parce que parfois il ne reste plus que ça, hein. Mais pas un passé très lointain, hein, les années 2010. Les années 2010 c'était quand même autre chose, hein. C'était l'insouciance, c'était l'opulence même, c'était la joie de vivre, comme disent les Américains. Ok, non, je déconne, c'était une décennie pourrie. Mais riche en bons films. Et c'est tout ce qui nous intéresse ici. Donc, mes frères et mes sœurs, le temps d'une vidéo, oublions le tragique du présent pour nous concentrer sur le comique du passé. Salut à toi, camarade cinéphile, tu es sur Fullmetal Critique FM, il est 23h05, la température est de 18 degrés Fahrenheit, et ni moi, Al, le critique de métal plein, ni mon camarade Claudius, ici présent, ne savons ce que nous vous racontons. Aujourd'hui, je te propose mon top 10 cinéma des années 2010. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, cette vidéo est la première d'une série de 3 que je vais consacrer à mes 30 films préférés des années 2010, faisant de facto de cette vidéo mon top 10. Pourquoi 30, te demandes-tu? Si, je t'entends. Bah en fait c'est très simple, j'ai juste pas pu faire autrement. Voilà, j'ai voulu faire un top 10, pendant un moment je m'y suis accroché, avant de me rendre compte que c'était laissé trop de films sur le carreau, donc je suis passé à 20, avant de me rendre à l'évidence que moins de 30, c'était humainement impossible pour moi. Un peu comme devoir choisir entre deux chiots à l'animalerie, ou entre une Charlotte aux poires et un kouign-amann fait maison. Pas pu. Mais vous allez voir que le jeu envahit la chandelle parce que les excellents films dans les années 2010, ça n'a pas manqué. Mais avant de commencer, 3 avertissements. Avertissement numéro 1. Non, rien à voir. J'ai vu la plupart des films présentés par la presse comme des incontournables. Du coup, si des films comme Mektoub My Love de Keshish ou Mommy de Xavier Dolan sont absents de cette liste, ce ne sera pas par oubli. Et puis l'intérêt d'un top, c'est d'offrir une perspective nouvelle, quelque chose d'original. Sinon ça sert à rien, vous trouvez pas? Avertissement numéro 2, cette vidéo ne liste pas les films que je considère comme objectivement les meilleurs films des années 2010, pour ce que ça veut dire, mais ceux que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Nuance. Et si les deux se recoupent, c'est tant mieux. Pour finir, avertissement numéro 3, cette vidéo va être un peu longue, puisque je vais m'efforcer de développer mon avis sur chacun des films abordés. Parce qu'honnêtement, si je vous dis « Eh les gars, ce film est génial, allez-y, c'est top !» et que c'est tout, ça vous fait une belle jambe d'apprendre qu'un youtubeur que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam aime un film? Non, vous vous en foutez? Tout ce qui compte, ce sont les arguments. Et je vais m'efforcer de développer pour cette raison. Et c'est parti pour mon top. 10. Pour l'instant. Claudius? Évidemment que non. Fullmetal Corp accorde une importance considérable au bien-être et aux opinions de ses salariés. Tu as donc des films? Vas-y. Celui-là, il est de 2005, Claudius, trop tôt. Happy Feet? 2006. On se rapproche. Il y a bien eu les pingouins de Madagascar dans les années 2010? Je peux pas dire que j'en ai vu, non. Pourquoi pas Monsieur Popper avec Jim Carrey? C'est 2012? Ça colle? Jim Carrey. Dans le sud de quoi? D'accord. Ça nous fait un film. Un autre? Alors, comme d'habitude avec ce genre d'exercice, on commence par le dernier pour finir avec le premier. Et le dernier se nomme Margin Call. New York 2008. Une nuit au quartier général d'une de ces banques d'investissement à la JP Morgan dont les magouilles sont sur le point de provoquer la crise économique mondiale que l'on sait. Alors oui, mais en même temps c'est un peu pour ça que le film se trouve dans mon top. C'est-à-dire que oui, ça se passe en bonne partie dans des bureaux, et en même temps on a l'impression d'être en guerre. Faut savoir qu'avec Margin Call, on a affaire au premier film de Jesse Chandor, à qui l'on devra par la suite Most Violent Year, qui est un immense film sur le prix du rêve américain. Rêve américain en fait également abordé dans ce film, et flingué.
C'est une espèce d'exploration en une nuit des conditions morales qui ont été le terreau de la crise des subprimes. Alors à ceux que ça inquiète, pas besoin de maîtriser le jargon du tout, même de s'y intéresser. Le film est intelligible du début à la fin, dans ses enjeux. Ça n'a même pas ce côté court, magistral qu'avait The Big Short d'Adam McKay sur la spéculation boursière, donc pas d'inquiétude. C'est plutôt un grand drame sur la corruptibilité de l'âme humaine, celle de ces hommes et femmes qui sont dans les coulisses du pouvoir, qui savent donc ce qui se passe, qui ne sont pas à 100% d'accord avec ce qui se passe, mais n'y feront rien par conformisme ou bien par simple lâcheté. Et sur la prodigieuse capacité du capitalisme à leur donner l'impression qu'il est le seul système possible. Commentaire qui vaut pour d'autres systèmes. Voici ça le truc qui fait la force du film. Ce qui a d'abord intéressé Jesse Chandor, c'est l'aspect bassement humain de cette débâcle internationale. Humanité incarnée par une pléiade de grands acteurs que j'ai rarement senti si bien dirigés. Même le mentaliste Simon Baker y est charismatique, c'est dire. Le film est en fait porté de bout en bout par un équilibre parfait entre cynisme d'un côté, cynisme prévisible, attendu, et sensibilité, profonde sensibilité, notamment via le personnage torturé joué avec une grande nuance par Kevin Spacey. En somme, Margin Call est désabusé, mais jamais glacé. La mise en scène de Chandor, impressionnante de maîtrise pour une première, est exactement ce qu'elle doit être, soignée avec une image ultra léchée comme son décor, et en même temps invisible au service de son sujet trop important pour déconner. En plus d'être un thriller financier, Margin Call est également par moments un film d'horreur financier. Ni le sang ni les larmes ne coulent à l'écran, mais on entend presque leur torrent fracasser le monde d'en bas. Loin de l'élite perchée en haut de ces tours de verre, et dans ces salles où se décide le sort du monde, le bruit de l'air conditionné qui accompagne les scènes clés, comme celle où apparaît enfin Jeremy Irons impérial, aurait mérité un Oscar de la meilleure bande originale de film d'horreur, si ce dernier existait. Et en parlant de ça, mention à la toute dernière scène déprimante et à son bruit qui se poursuit sur le générique de fin, lui aussi déprimant. Alors, c'est l'histoire de Max, qui est un gros bourrin, et qui se retrouve dans un camion poursuivi par d'autres gros bourrins. Moteur, ça tourne. C'est bon, t'as réussi à suivre? Bien. Il aime bien le boom boom. Face à un spectacle qui laisse à ce point bouche bée pendant 2 heures remplies à ras-bord de bruit et de fureur, son et lumière, fumant et rutilant comme ça horde sauvage de machines infernales, trouver les mots appropriés peut s'avérer compliqué. Mad Max ne révolutionne rien, mais il prend l'image, la mécanique, les codes du genre, les arts périlleux de la pyrotechnie et de la cascade, et les pousse vers des cimes rarement atteintes dans l'histoire du blockbuster hollywoodien. Par exemple, mon Dieu, cette tempête de sable. Autant dire que la direction artistique n'a pas volé son Oscar. Vous l'aurez compris, ça ne révolutionne rien, mais vous n'aurez jamais autant pris dans la gueule de ça. La décision plutôt couillue de recourir à un maximum d'effets spéciaux mécaniques plutôt que numériques est ce qui fait en bonne partie l'efficacité formelle tétanisante de cette espèce de célébration filmique du mouvement perpétuel. On aura beau nous répéter que le cinéma ce n'est que de l'illusion, rien ne parviendra jamais à égaler l'effet viscéral que produit sur nous la matière, l'organique, ni l'admiration que nous inspire l'idée que tout cela a été tourné en vrai. En somme, c'est un fuck virtuosissime au tout numérique de notre époque trop moderne. Alors, concernant la substance, oui, Mad Max est sommaire, hein, bourrin. On se fout un peu de savoir ce qu'il a à dire, s'il a quelque chose à dire, de la même manière qu'on se fout d'en apprendre plus sur son héros. Mais quelle importance devant un spectacle qui donne l'impression de regarder à la fois un film et sa propre bande-annonce, vraiment. Ce qu'il faut, c'est accepter la proposition de cinéma unique en son genre, qui est Mad Max Fury Road, contrairement à un ami à moi qui, après l'avoir vu par mégarde à la télévision, m'a appelé pour me dire mais qu'est-ce que c'était que ce truc de bourrin ?» Oh, et à voir aussi pour Charlize Theron qui a osé se mettre la boule à zéro et qui est resté canonissime malgré tout, un peu comme Nathalie Portman dans V pour Vendetta. À croire qu'il y en a certaines qui peuvent se le permettre. Vivement le spin-off. Une jeune femme innocente est retrouvée assassinée dans une réserve indienne du Wyoming. Corey, chasseur vétéran, aide Jane, agente inexpérimentée que le FBI a mise sur cette affaire très secondaire. Sont-ils prêts à affronter les secrets de l'immensité enneigée? Alors, j'en vois déjà venir certains. « c'est Scarlet Witch et Hawkeye dans un même film, yay !» Non, non. On n'est pas chez les fanboys ici.
Attention, petit chef-d'œuvre à ne pas prendre pour un énième thriller policier. Je n'avais pas été convaincu par le précédent scénario de Taylor Sheridan, donc j'attendais de voir ce qu'allait donner son premier film. J'ai vu. Wind River, sorte de croisement entre Insomnia pour son décor enneigé, Sicario pour son héroïne et Impitoyable de Eastwood pour sa violence sèche et sa loi du talion, est un immense polar, humaniste, noir dans le plus noble sens du terme, dans un décor des plus blancs. La réserve enneigée est un décor imposant et vorace, intimidante terre de désolation qui devient vite un personnage à part entière, et que Sheridan filme magnifiquement, même s'il abuse un peu des plans aériens. Mais pour une première réalisation, c'est impressionnant de maîtrise. Il n'y a qu'à voir comment il ménage les éruptions de violence fracassantes, CF, les bruits de coups de feu qui calment comme rarement on a été calmé, ou encore le flashback pivot dont on ressort complètement épuisé. En somme, tout ce qui est filmé est à la hauteur de ce qui a été écrit, à commencer par les personnages, que ce soit celui de Jeremy Renner, que le cinéaste gratifie d'un monologue poignant sur la terrifiante facilité avec laquelle une vie peut être emportée, celui d'Olsen, qui échappe au personnage cliché de la bleue casse-cou, ou encore celui joué par Jill Birmingham, inoubliable dans le rôle du père de la victime. Pour finir, saluons aussi le magnifique hommage que rend Sheridan aux Amérindiens à travers son film, qui est de ce point de vue très engagé. Allez, après cette minute déprimante, un peu d'animation. Nous sommes à Megasaki, ville fictive du Japon. À la suite d'une grippe canine, son méchant maire décide d'excommunier tous les chiens-chiens et de les parquer, de les confiner sur une île, d'où le titre. Atari, 12 ans, ne l'entend pas de cette oreille et s'y rend en avion pour récupérer son fidèle Spot. Mec, non, on se connaît depuis quelques mois et notre relation est strictement professionnelle, donc non, je ferai pas ça pour toi. Pour moi, L'île aux chiens, c'est le film le plus important de la carrière de Wes Anderson depuis sa magnifique balade mélancolique, La famille Tenenbaum. La variété des décors, leur nombre et la capacité du cinéaste et de son équipe à en faire des théâtres de scènes incroyablement cinégéniques où sont convoqués une grande variété de genres, incluant le western, me sidèrent encore au 4e visionnage. Pratiquement rien n'est pas jubilatoire dans ce film, c'est un enchantement esthétique et même intellectuel de tous les instants, à condition bien sûr d'adhérer au monde excentrique de Wes Anderson. Et si cette condition est remplie, on ne peut qu'adhérer à tout ce qui rend son cinéma génial, 2 points. L'exquise géométrie des cadres, la méticulosité par moments ahurissante, ici jusqu'au détail de la reconstitution d'éléments classiques du quotidien japonais, la profusion des gags visuels, comme l'oracle joué par Swinton ou le cannibale romantique joué par Keitel, la douce amertume d'une balade rock des 60s, là aussi, et enfin les performances d'acteurs au diapason de l'humour susmentionné. Mélangez le tout et dégustez. Je sais que ça fait un peu blaireau comme expression, mais en voyant le film, j'ai à plusieurs moments eu envie de le bouffer, littéralement. Ah, et au passage, le compositeur Alexandre Desplat signe une de ses rares bandes originales inspirées, désolé, notamment via ses tambours irrésistibles, qui contribuent brillamment à donner à L'île aux chiens l'efficacité dramatique du film d'aventure dans ce que le genre a de plus séduisant. Besoin de présenter Interstellar? Non? Personne? Ok, donc sans plus attendre, commençons. Célébrons-le d'abord pour le cinéma total de Nolan, qui n'oublie à aucun moment l'attente principale du spectateur qui est de s'en prendre plein la poire. Célébrons le fait que ce Nolan-là n'a pas oublié les sentiments, notamment grâce à la participation de son frérot Jonathan, et qui en gros n'a pas privilégié son sujet au sacrifice de ses personnages. Ça fait pas un pli pour moi, sans les tourments sentimentaux et les errances existentielles de ses personnages, son space opéra n'aurait pas fonctionné, tout dantesque soit-il, surtout pas à la fin. Pour l'approche hard science qu'a choisi Nolan, faisant de l'endurance un vaisseau immédiatement crédible. Pour les orgues massifs du génie Hans Zimmer, qui très tôt inspire le même gigantisme que le monolithe de 2001. Pour le grand McConaughey, alors en pleine Mac-connaissance, comme on disait là-bas. Mackenzie Foy, gamine pleine de chiens, et leur duo, qui est l'âme du film, tout simplement. La seule scène de leur douloureuse séparation, sur laquelle Nolan a pris son temps et a raison, est un des grands moments du film. Pour l'emballage, évidemment, amateur d'étoiles, Hollywood ne vous aura jamais fait ressentir aussi puissamment la majestueuse immensité de l'univers. Ce plan des anneaux de Saturne, par exemple. La première fois que j'ai vu ça, le cinéphile en moi mourut un peu. Pour la scène inoubliable où Cole découvre 20 années de vidéos enregistrées par ses enfants, dramatiquement tu peux pas tester. À ce propos, cette idée de différence d'écoulement du temps, je n'avais pas vu ça aussi bien exploité depuis l'animé Gunbuster d'Anno Hideaki. Cinéphiles ouverts à l'animation, ne soyez pas rebutés par son côté kitsch, c'est bien plus que ça.
Pour l'énorme scène où le personnage joué par Anne Hathaway réalise que Cole va se jeter dans le trou noir, épique, opératique, jamais vu, franchement, à mes yeux. Pour le climax qui suit dans le trou noir, super osé, super payant. Claudius, c'est pas l'Antarctique, c'est une autre planète. Attention, je dis pas qu'Interstellar est parfait, il a plusieurs défauts. Par exemple, le passage avec Matt Damon qui détonne un chouïa, le moment où le personnage joué par Anne Hathaway parle de la mûre transcendant l'univers. J'étais là, genre... non. Ou encore le choix de la vieille actrice pour jouer Murphy sur son lit de mort. Hein? Mais peu importe en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Interstellar est réussi, son cinéma hérisse le poil. Je dirais même qu'il fait pousser des poils en fait. À la sortie de la salle, on devrait ressembler à Demis Roussos. Blague à part, quand Interstellar est réussi, il renvoie aux origines du cinéma. Rien de moins que ça. À la sortie de la salle, quand des potes m'ont demandé ce que j'en pensais, ma réponse a été très éloquente. Ça déchire. Et quand on m'a demandé mais encore, ma réponse a été ça déchire tout. Quand Michael Caine lit le poème de Dylan Thomas, Don't Go Gentle into That Good Night, à la fin du premier acte, alors que le voyage interstellaire démarre vraiment, oui, ça déchire tout, au carré. Un de ces moments qui donnent l'impression d'être dans une cathédrale. À partir de là, les détracteurs du film peuvent dire absolument ce qu'ils veulent, peuvent le tailler autant qu'ils veulent, ça ne changera rien. Interstellar, au-dessus, il y a le soleil. Oh, et j'avais oublié, mention à Kip Thorne et à son équipe qui ont mine de rien tapé dans le mille avec leur simulation d'un trou noir. Maintenant, au rayon criminellement sous-estimé, je prends le meilleur film de Steve McQueen à ce jour, qui n'est certainement pas Les Veuves. De prime abord, on serait tenté de dire que Shame est un très grand film sur l'addiction. Ça se tient, avec cette histoire de trentenaire new-yorkais cultivant son addiction au sexe dans le secret le mieux entretenu et dont le quotidien millimétré est bouleversé par l'arrivée de sa petite sœur, elle aussi esquintée, rien de plus logique. Mais le titre du film n'est pas Addiction, c'est Shame, la honte. Parce que ce que McQueen, à travers son film, a touché du doigt, ce n'est pas tant l'addiction que la vérité qui sous-tend l'addiction. Ce n'est pas tant la dépendance au sexe de son protagoniste qui a intéressé le cinéaste que ce qu'il a mis dans son impasse, la dichotomie entre ce qu'il est et l'image de lui qu'il veut renvoyer à la société. Le gars ne peut coucher qu'avec des femmes anonymes, ou qui ne sont pas liées directement à lui, de cette espèce qu'il n'aura pas à regarder en face le lendemain alors qu'elles l'auront vu dans son instant le plus vulnérable. Dans son monde, le sexe devient cru, violent, presque désespéré, cathartique dans le pire sens du terme. Une suite infinie de tentatives d'échapper au vide qu'on ressent à l'intérieur de soi, ne laissant après l'orgasme qu'un désespoir infini, même dans la chaleur du corps qu'on vient d'étreindre. Peu importe combien Brandon est nu, personne ne le voit vraiment. On parle donc de dégoût de soi, sujet lui aussi rarement traité au cinéma, que le cinéaste aborde non pas en bavardage, mais par la simple puissance de l'image, notamment via l'isolement de son personnage, dans des décors de béton et de verre, même lorsqu'il est entouré d'amis dans un cadre qui rappelle un peu American Psycho. De toute évidence, on doit prendre en compte le background du héros, Brandon, joué par un Fassbender transfiguré, limite douloureux, et de sa sœur Sissy, jouée par une Kay Mulligan au diapason. Je pense notamment à la réplique de cette dernière « We're not bad people, we just come from a bad place » que j'ai placé illico dans mon panthéon personnel de répliques du cinéma. Mais ce n'est pas vital, parce que le mal dont souffre Brandon, McQueen le filme comme un mal qui ronge toute la société. Il ne faut donc pas se fier à la photographie somptueuse dont bénéficie Manhattan et ses alentours, le cinéaste et son chef opérateur gâtant le spectateur d'un paquet de plans mémorables. Non, Claudius, pas celui du kiki à Fassbender. Pour finir, une remarque au sujet de la BO du film. L'atmosphérique unraveling, qui accompagne les deux plus grands moments du film, l'hypnotique scène du métro au tout début, pourquoi ça m'arrive jamais dans le métro, ça je me demande, et l'orgie dépressive de la fin, où s'exprime toute l'épouvante du piège de l'addiction, aurait été un culte personnel si Hans Zimmer, encore lui, n'avait pas composé Journey to the Line plus d'une décennie auparavant pour la ligne rouge. Mais rien qui ne dégrade la grandeur de Shame. Attention, moment triste où les gens y pleurent. À la suite de la mort de son frère aîné, Lee se retrouve tuteur légal de son neveu orphelin encore adolescent.
Une charge peut-être trop lourde pour un homme qui vit dans le constant traumatisme d'une autre tragédie familiale. Coup de bambou de l'année 2016 dans le registre du mélo qui tâche, le col de chemise. Tout m'a sidéré dans le film de Lonergan, à commencer par la qualité de ses dialogues en demi-teinte, mélange de répliques qui font mouche, parce que le film a une énergie qui surprend, vu son humeur, et d'échanges plus discrets, à infusion lente. La très subtile manière d'amener les flashbacks, marque d'un art maîtrisé de la narration. Le flashback pivot, en parlant de ça, qui fait passer de à wow. La performance déchirante de Casey Affleck, vous n'aurez jamais vu un zombie aussi vivant. La scène de Michelle Williams, qui donne l'occasion de voir ce que donne une grande actrice dans un petit rôle. Ce ton mélancolique et cette pudeur qui fait la fabrique des grands drames. Alors la fin pourrait poser problème aux gens qui aiment bien les dénouements cathartiques dans ce genre de film. Désolé, mais Manchester by the Sea n'est pas un drame avec résolution clé en main. L'histoire appartient à cette cruelle catégorie d'expérience dont on ne revient jamais vraiment. Rares sont les films à aborder ce genre de situation pourtant pas si rare, où il ne peut y avoir... Oui, là c'est justifié, bouchez-vous les oreilles, 5 secondes. Où il ne peut y avoir de happy end. Ajoutez à cela le fait que Lonergan parvient malgré tout à insuffler des émotions positives, en laissant entrer suffisamment de lumière à la fin, histoire de ne pas être responsable de suicides de masse, et vous obtenez un autre chef-d'œuvre. Et j'ose le dire, le premier film qui m'a fait pleurer depuis Ghost. On va peut-être couper cette partie au montage parce que c'est un peu la honte, non? D'accord, cool. Alors donc arrive-t-on à la médaille de bronze avec La Favorite. La Favorite, c'est l'histoire d'un jeu de massacre dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle entre une reine fragile et excentrique, son implacable favorite qui gouverne à sa place, et une ambitieuse petite nouvelle qui va foutre une belle pagaille. Une réussite éclatante sur tous les plans et que je n'avais pas du tout vu venir, vu l'antipathie que m'avait inspiré un précédent film de Lanthimos, Le Homard. Je veux dire, je savais que l'interprétation allait être 5 étoiles, à commencer par celle de Rachel Weisz, bulldozer de scène qui gagne en charisme d'année en année. Je craignais juste que ce que j'avais perçu en regardant Le Homard, c'est-à-dire une tendance à la branlette intellectuelle et une pause autorisante, ne ruine toute chance pour La Favorite de fonctionner sur le plan dramaturgique. Or, il n'en a rien été, et pour cause, Lanthimos n'a cette fois-ci pas écrit le scénario. Et ça a tout changé. Le scénario de La Favorite, lui, est brillant de bout en bout, c'est-à-dire qu'il a beau être fantasque, burlesque, cynique, il n'en est pas moins carré du début à la fin, et ne fait pas dans la fioriture pour les pattes. C'est une fresque intellectuellement très nourrissante sur la solitude du pouvoir, la complexité du lien amoureux, et même les failles de la monarchie héréditaire, le tout dans un récit d'une réjouissante imprévisibilité. Et du coup, Yorgos Lanthimos, tout occupé à filmer, lui fait profiter de son univers esthétique, lui génialement désaxé, sur une pellicule 35 mm absolument somptueuse. Pellicule qui se reconnaîtra éternellement entre mille, et en jouant du charme d'une modernité élégamment convoquée. En parlant de modernité qui a à la fois rien et tout à faire dans un pareil film, l'utilisation du génial Skyline Pigeon de Elton John à la fin du film, en générique de fin, nickel chrome, comme disait mon oncle pompiste dans les années 90. Penchez-vous sur les paroles, vous comprendrez. Bref, cela donne pour moi le meilleur film de l'année 2019. Aussi drôle, Emma Stone est une comédienne géniale, qu'incroyablement tendue, car derrière son côté parfois un peu cartoonesque, ce qu'il met en scène, ce qu'il raconte est juste tragique, à commencer par le personnage de la reine Anne. En conclusion, Yorgos, contente-toi de filmer, tu fais ça très bien. C'est ça ton commentaire? Ouais. T'as rien de mieux à dire sur ce chef-d'œuvre? Et je croyais que t'aimais bien les lapins. Il est complètement incohérent, le gars. Ah, un film d'horreur en deuxième position, si ça c'est pas un truc de rebelle. Après le décès d'Hélène, vieille matriarche peu commode, la famille Graham est perturbée par d'étranges et inquiétants phénomènes. En enquêtant un peu, sa fille Annie comprend que leur lignée est en fait super chelou, limite du genre à fricoter avec le diable. Pour moi, Hérédité, c'est le film d'horreur de la décennie, devant les pourtant excellents It Follows et Get Out. Je le vois pas comme un scary movie, je veux dire on peut pas aller le voir comme on irait voir Conjuring 7 en quête de frissons faciles. Non, ce que suscite le film d'Ari Aster, c'est quelque chose de bien plus complexe et bien plus profond. Je parlerais même, plutôt que de scary movie, d'un malaisant movie.
Comprendre ça, ainsi que le fait que son scénario n'est pas un grand n'importe quoi, même s'il en a parfois l'air, ce sont les deux conditions d'appréciation à ce monument d'horreur. Parce que sous cette trame à la fois tordue et un chouïa vicieuse, il y a une substance et une cohérence en béton armé. Une substance grâce à laquelle le film marche à la fois en tant que film fantastique, avec ses histoires de démons et de damnation, et en tant que drame sur la démence et le poids de l'hérédité, capable d'enfermer l'esprit dans des geôles invisibles auxquelles font penser d'ailleurs les petites pièces de la maison miniature que fabrique l'héroïne. Hérédité, c'est un grand film sur la fatalité, et une quasi-tragédie grecque ayant pour protagoniste une famille de pions piégés sur un échiquier démoniaque. C'est pas vraiment un hasard si l'on parle à plusieurs reprises de Héraclès, personnage mi-dieu, mi-homme, et de son sens de la prédétermination. Autre force du film, Toni Collette, en personnage qui essaie de se rebiffer contre la causalité, et dont le fait qu'elle n'a pas reçu d'Oscar pour une performance pareille est un gigantesque foutage de gueule. Oui, oui. Si. Et puis faut pas charrier, Hérédité a beau ne pas être un scary movie, il n'en est pas moins flanqué d'une bonne demi-douzaine de moments de flip bien mémorables. Ari Aster maîtrisant à la perfection l'art de la peur, jouant sur le hors-champ et avec les coins de cadre, privilégiant le silence à la musique lourdingue. Et de ce point de vue, les 15 dernières minutes sont une espèce de cauchemar éveillé, absolument abominable, une culmination pour les amateurs du genre. C'est dit. J'irai jusqu'à qualifier Ari Aster de futur grand du cinéma d'horreur, même si son deuxième film, Midsommar, m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. Alors, mon conseil, prêtez-vous à ce jeu davantage sensoriel qu'explicatif, vous ne le regretterez pas. C'est pas toujours facile de parler d'un film qu'on adore. Curtis, jeune père de famille, est assailli d'effrayants cauchemars où les éléments se déchaînent et où sa famille est en danger. Mais plutôt que de consulter un psy, il se demande si ces cauchemars ne sont pas annonciateurs d'une apocalypse à venir. Pure coïncidence, ma première claque ciné des années 2010, parce que Take Shelter est sorti en 2011, sera restée au top de ma liste pendant 10 ans. À l'époque, son réalisateur Jeff Nichols m'était totalement inconnu, puisque je connaissais pas son premier long métrage, l'excellent Shotgun Stories. Aussi ai-je découvert avec Take Shelter son impressionnant style de mise en scène, à la fois épuré et super frontal. Si un film n'a pas besoin d'être insaisissable pour être grand, Take Shelter l'est. Tanguant constamment entre drame social indé, avec les problèmes d'argent du couple, et film d'épouvante gothique avec ses visions brutales, qui laissent le spectateur hésiter constamment entre le naturel et le surnaturel, entre la peinture d'une détérioration psychologique et celle de la détérioration civique d'une Amérique saignée par la récession économique de 2008. Intéressant parce que le 10e film et le premier film de ma liste parlent tous les deux plus ou moins directement de la récession de 2008. En somme, on passe 2 heures dans un état d'appréhension permanent, ne sachant pas vraiment sur quel pied danser, sachant qu'il va se passer quelque chose de grave, mais pas comment, totalement dans les pompes de ce pauvre personnage joué par Michael Shannon, pas le moins intense des acteurs, jusqu'à un final que je rangerai parmi les plus beaux dénouements de l'histoire du cinéma, rien de moins, sans spoiler. Parlons simplement d'un final qui donne alors que le spectateur pensait avoir déjà tout reçu. D'un final qui, alors que le spectateur pensait avoir cerné les intentions du film, à savoir où il allait, et avait accepté simplement cet état de fait, renverse tout, rien ne va plus, et à la fois fait parfaitement sens, ce qui arrive plutôt rarement au cinéma, vous en conviendrez. Dans l'intense processus qui prépare à l'avènement de ce final, Take Shelter est propulsé par 2 cœurs. D'abord, le besoin primal de défense du foyer que ressent le protagoniste, développant une hantise de l'extérieur qui finit par être communicative. Ensuite, la confiance absolue, déraisonnable disons même, que l'épouse du héros, jouée par une magnifique Jessica Chastain, accorde à ce dernier, et qui, à mon sens, dit tout ce qui doit être dit sur la vérité du lien amoureux. Ouais, je suis un grand romantique. En somme, Take Shelter, toujours le plus grand film de Jeff Nichols à ce jour, cinéaste que j'espère retrouver dans une forme olympique en cette décennie 2020, après une Spielbergerie un peu ratée qui était Midnight Special, et un drame joli mais un peu mineur qui était Loving. Mais après tout, même Spielberg a eu ses coups de mou, et pas qu'un seul, et pourtant ça n'empêche pas de mériter sa place dans 40 000 tops ciné du monde. Donc, Jeff, on croit en toi. Voilà, cher étranger, ou bien cher ami si nous sommes amis, j'espère que tu as apprécié la balade, et que je t'ai donné envie de regarder au moins quelques films de cette liste, si tu n'as pas tout vu, évidemment. Mais avant de finir, alors Claudius, ce top, il en est où ? Rien.
Claudius. Non, Claudius, c'est un documentaire, ce film. On n'a pas le droit au documentaire. Il y a des règles, les règles, c'est fait pour être respectées. Sinon, c'est le chaos, on est d'accord? Donc non, désolé, disqualifié. T'as quoi, un film? Je sais pas quoi dire. C'est presque comme si t'avais pas participé à cette vidéo. Je sais que c'est vache, hein, je sais, mais c'est comme ça. Déçu, je suis déçu. Très déçu. Enfin, il s'en remettra. Topo habituel, si tu as aimé cette vidéo, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque paraîtrait-il que ça t'apportera 1000 ans de félicité et boostera ta libido autant que de la bile de pangolin. Et bien évidemment, je lirai avec plaisir ton top 10 à toi dans les commentaires. En attendant, fais gaffe à toi, on est en 2020.